Donc, petit intermède musical, nous allons avoir un duo de clarinette et de basson, si je ne m'abuse. Tout à fait, me dit souffle-t-on dans l'oreillette. Magnéto Michel. S'il y a besoin de meubler, je peux meubler. Non, bah, tu fais une petite intro. Oui, petite intro, puisque nous allons maintenant avoir un direct. Ça marche? Oui, je m'entends en écho, c'est un peu perturbant, mais nous allons avoir un direct avec la Californie, rien que ça, puisque nous allons accueillir Agnès Ferté, qui est donc en postdoc en cosmologie au Jet Propulsion Laboratory. Voilà. Hervé. Eh ben, merci Alice. Salut Agnès, est-ce que tu nous entends bien? Oui, je vous entends bien. Bonsoir à tous. Salut, on est ravis de t'avoir. En plus, on a vu que tu as mis le t-shirt corporate JPL, c'est la méga classe. Voilà. Ouais. Woman in Space, vous voyez. C'est ça, voilà, exactement, c'est ce qu'il faut. Alors, nous, il est donc, on va faire le truc classique, hein. Il est 3h19 du matin. Quelle heure est-il chez toi, Agnès? Il est 6h19 de l'après-midi, donc pas de problème pour moi. Je suis bien réveillée. C'est ça, tu es bien réveillé et c'est la fin d'après-midi chez toi à LA. Donc, tu es chez toi parce que bah, d'abord, on est samedi, et puis, enfin, chez toi, on est samedi, nous, on est déjà dimanche. Et puis, voilà, je crois que l'accès au JPL avec la pandémie, c'est pas encore ça. Bah, est-ce que tu peux nous dire ce sur quoi tu travailles? Qu'est-ce que tu fais là-bas en Californie? Voilà, de manière brève pour nous poser le décor. Mm-hmm. Oui, donc j'ai rejoint le Jet Propulsion Laboratory en 2018 et donc ça s'appelle le JPL en raccourci et c'est plutôt concentré sur l'ingénierie spatiale, par exemple pour aller sur Mars, mais il y a une petite partie sur la recherche et moi je fais du coup de la recherche pour comprendre
pourquoi l'expansion de l'univers s'accélère depuis ces 5 derniers milliards d'années. Vaste programme, c'est une grande question, une des grandes questions de la cosmologie avec la matière noire. Donc, comment tu t'y prends? Est-ce que toi, tu fais des modèles? Est-ce que tu prends des données ou est-ce que tu utilises des données? Parce que c'est quand même pas hyper facile de s'attaquer à ce problème-là. Ouais, alors, depuis que j'ai commencé mon premier postdoc, donc c'était en 2014, j'ai rejoint la collaboration Dark Energy Survey. Et c'est une collaboration de centaines de personnes, enfin plus de 500 personnes, de plein d'endroits dans le monde, mais principalement aux États-Unis, qui a en fait imagé le ciel, 10% du ciel, depuis le Blanco 4 mètres, un télescope au Chili, de 2013 à 2019. Et j'utilise en fait ces données et en particulier, j'utilise l'anti-âge gravitationnel faible. C'est un effet qu'on peut voir sur les galaxies pour sonder en fait l'univers et comprendre de quoi il est fait. Donc, est-ce qu'il y a une énergie noire? Et s'il y a une énergie noire, qu'est-ce que c'est? Et en fait, moi, je me concentre principalement en fait sur tester la gravitation avec ces données. Et en général, je dis que j'essaye de prouver que Einstein avait tort. Et c'est pas facile. J'imagine, c'est bien dit, effectivement. On te souhaite plein de courage pour montrer que Einstein avait tort. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche? Donc, l'anti-âge gravitationnel faible, c'est en fait, si je dis pas de bêtises, voilà, la forme des galaxies qui est un peu perturbée par la matière qui est sur la ligne de visée. Donc, on est plutôt sensible à la matière noire, à la distribution de matière dans l'univers, mais là, on n'est pas vraiment sensible à l'expansion accélérée ou à l'énergie sombre. Donc, comment on passe de ces images qui sont un petit peu perturbées des galaxies à comment on remonte à, je sais pas, au taux d'expansion ou à la gravité, comme tu dis, et Einstein? Mm-hmm. En fait, on observe donc ces petits effets, comme tu dis. Et donc, c'est vraiment une déformation de la forme des galaxies. Mais comme chaque galaxie a sa propre forme, en fait, il faut mesurer la forme de millions en fait, de galaxies pour faire ressortir cet effet. Et en fait, on va mesurer la forme de ces galaxies à différentes distances. Donc, en mesurant cet effet pour des galaxies qui sont très lointaines, on va pouvoir donc sonder la matière entre nous et ces galaxies et en comparant, en gros, ou en corrélant avec les effets de galaxies qui sont plus proches, en fait, on a accès à la croissance des grandes structures de matière noire dans l'univers. Donc, il faut un peu s'imaginer, en fait, l'univers, c'est une espèce de toile de matière noire qu'on ne voit pas, où, en fait, à certains points, il va y avoir des galaxies qu'on peut voir. Et en fait, cette grande toile, en fait, elle grandit avec le temps, avec l'expansion de l'univers. Et cette croissance, en fait, elle dépend directement des lois de la gravitation. Donc, c'est comme ça qu'on remonte, qu'on peut arriver à tester la gravitation avec l'anti-âge gravitationnel faible. D'accord. Donc, en fait, la clé, c'est effectivement d'avoir ces mesures à différents redshifts, enfin à différentes époques cosmiques. Et c'est comme ça, comme tu dis, qu'on peut avoir le taux d'expansion et à différentes époques cosmiques. Ouais. Et donc, pour ça, il faut s'y connaître un peu en statistique parce que tu ne les comptes pas une par une, tes galaxies et tous ces effets. Ouais, en statistique et en informatique aussi. Ouais, exactement. En fait, on résume en fait toutes les informations en des quantités statistiques assez simples qu'on arrive à modéliser. Et donc oui, pour répondre à ta question précédemment, donc, j'utilise les données du Dark Energy Survey, mais on doit aussi modéliser en fait le signal qu'on attend. Et ça, c'est aussi une grosse partie de mon travail, en fait. C'est de coder de façon informatique les calculs pour prédire, en fait, ce à quoi on s'attend, le signal auquel on s'attend de l'anti-gravitationnel. Oui, parce qu'un des enjeux en cosmologie, comme on n'a qu'un seul univers,
l'idée, c'est de faire des simulations et puis de voir s'il y a des écarts ou des variations par rapport à ce qu'on imagine être l'univers. Et toi, tu fais cette comparaison, c'est ça, entre les simulations et des écarts éventuels, ou toi, tu essaies carrément de mettre plusieurs modèles d'univers avec différents taux d'expansion ou je ne sais pas quoi, et tu compares ensuite aux données? Ouais, je vais utiliser un mot qui est très tendance en statistique, c'est analyse bayésienne. Bayésienne. Et en fait, toute l'idée ici, c'est de comparer. Vraiment, on a donc notre statistique pour le lentillage gravitationnel faible, et on va comparer nos mesures à nos prédictions. Mais ces prédictions-là, on n'a pas besoin en fait de faire tourner des simulations où on a besoin de savoir où est chaque galaxie, etc. En fait, on a des gros codes qui ont été développés toutes ces dernières décennies, où si on donne un univers typique, à tant de matière, tant de taux d'expansion, ça va nous donner en fait cette statistique pour le lentillage gravitationnel. Et donc en fait, toute l'idée de l'analyse bayésienne, c'est de comparer, voir en fait quelle est la valeur du taux d'expansion, de quantité de matière ou de déviation de la relativité générale qui est préférée par les données. Effectivement. Et donc là, tu utilises les données du Dark Energy Survey, donc tu disais qui est fait par le télescope, l'un des télescopes de 4 mètres au Chili. L'avenir, c'est quoi? C'est d'utiliser des données de ce survey qui vont arriver dans les prochaines années encore, ou c'est de passer à des données de type espace, ou voilà, c'est quoi ou sol encore avec comment ça s'appelle? C'est pas le Roman, c'est le Vera Rubin. Vera Rubin, voilà. Donc voilà, c'est quoi selon toi les choses auxquelles tu aimerais t'intéresser? Ouais, alors en fait, donc juste le mois dernier, en fait, on a présenté en fait les résultats des 3 années d'observation de Dark Energy Survey, alors que les observations, elles se sont terminées en 2019. Donc en fait, il y a un peu ce délai parce que l'analyse est très très longue et prend vraiment beaucoup de temps et beaucoup de personnes. Donc, en ce moment, on est en train de travailler sur l'analyse de tous ces 6 ans de données. Donc, ça, c'est la prochaine étape. Ensuite, on va avoir en effet le relevé de galaxies LSST qui va être fait par l'observatoire Vera Rubin, qui est en cours de construction au Chili. Et en fait, c'est vraiment la montagne d'à côté de là où on a fait le relevé Dark Energy Survey. Et en parallèle, va aussi y avoir la mission Euclide, dans laquelle tu es très, très impliqué. Donc, ça va être des mesures depuis l'espace. Et c'est très intéressant parce que depuis l'espace, on peut mesurer avec encore plus de précision la forme des galaxies, donc encore plus précisément le lentillage gravitationnel. Et plus loin dans le temps, on va avoir le satellite Roman de la NASA, qui va aussi donc qui va mesurer la forme des galaxies depuis l'espace, mais sur une partie du ciel plus petite. C'est ça, plus petite, mais avec plus de précision, plus de profondeur, ce qui complémentera ce que nous ferons avec Euclide. Bah écoute, c'est très bien. Est-ce que tu pourrais nous dire ton parcours pour illustrer, parce qu'on a beaucoup de questions des jeunes sur je voudrais devenir astrophysicienne ou astrophysicien, hein, c'est un peu le motif de la soirée du Big Bang au Big Bang. Donc ton parcours, et puis peut-être est-ce que tu aurais des conseils pour les jeunes qui nous écouteraient, et puis après on passera aux questions, soit du chat, soit de ceux qui nous entourent. Voilà. Oui, mon parcours, j'ai fait une classe préparatoire MP, MPSI. Ensuite, j'ai fait la 3e année de licence à l'Université Paris-Saclay, le magistère de physique fondamentale. J'ai continué en master. Ensuite, j'ai fait le master 2 noyaux, particules, astroparticules et cosmologie. Parce qu'en fait, moi, j'étais un peu obsédée par la cosmologie depuis très longtemps. Donc, je voulais faire ce master. Et ensuite, j'ai fait ma thèse à l'Institut d'astrophysique spatiale où j'ai rencontré Hervé. Et ensuite, j'ai fait un premier post-doctorat, donc de la recherche, mais après le doctorat à Édimbourg, à l'Université d'Édimbourg. J'ai fait ensuite 4 mois à UCL à Londres.
Et ensuite, je suis arrivée au Jet Propulsion Laboratory en 2018. Et pour ce qui est des conseils, j'ai envie de dire trois choses. D'abord, c'est normal que vous... Enfin, j'imagine que beaucoup d'entre vous, en fait, se posent des questions sur quoi faire. Enfin, c'est quoi la prochaine étape pour faire le métier que je veux faire. Mais je veux dire que moi aussi, en fait, je me pose ces questions parce que même après toutes ces années, c'est très difficile d'obtenir un job de chercheuse. Mais en fait, il faut être un peu confortable avec ce genre de questionnement et aussi considérer qu'en fait, chaque étape que vous faites, c'est quelque chose qui va construire votre profil, en fait, vos compétences, etc., que vous pourrez après revendre pour faire quelque chose d'autre ou continuer. Mais, ouais. Et la deuxième chose aussi, c'est que je pense que c'est important de discuter avec les gens et plein de personnes différentes, avec plein de parcours différents, même qui font des choses que vous ne faites pas, que vous n'êtes pas forcément intéressé, parce que peut-être que vous pourrez faire des liens en fait avec ce que vous voulez faire. Et la troisième chose qui est très importante, je pense, et qui est un de mes obstacles, on va dire, quand je fais de la recherche, c'est mon discours intérieur, en fait, ce que je me dis. Genre, c'est trop difficile, je peux pas y arriver, et donc je vais pas le faire. Et en fait, je pense que c'est très important de bien se parler et de bien être entouré aussi de personnes qui vont vous encourager et qui vont vous dire c'est une bonne idée, tu peux le faire, vas-y. Donc voilà, parlez-vous bien. Bah c'est un super conseil. Il y a eu un petit débat là dans mon dos parce qu'il y a des étudiants de M1 qui passent en M2 à Astro et ils ont dit NPAC, bouh. Alors moi qui ai enseigné à NPAC et qui enseigne toujours en Astro, je te soutiens Agnès parce que NPAC c'est une très bonne formation et M2 Astro bah c'est bien aussi mais c'est pas NPAC, voilà, c'est pas pareil. Voilà, donc moi je dis vive NPAC, hein, voilà. Bon, vive le M2 Astro aussi, mais voilà. Chacun fait ce qu'il veut, voilà, exactement. Voilà. Et alors, comment ça se passe la vie à LA quand même? Fais-nous rêver, ou pas d'ailleurs, mais voilà, comment c'est là-bas? Bon, je connais un peu, moi, mais pour ceux qui ne connaissent pas. Ce qui fait rêver, c'est qu'il fait quasiment toujours beau. D'ailleurs, la première année où je suis arrivée, en fait, il a tellement plu l'hiver, et je me suis dit, mais on m'a vendu quoi là? C'est pas ce que j'ai signé. Donc ouais, il fait super beau, il y a des palmiers dans la rue. J'habite à Pasadena, qui est vraiment une super ville avec les montagnes tout près et la mer quand même à 1 heure en voiture, mais c'est faisable. Et après, les côtés, moins bien. Il y a beaucoup de circulation, etc. Et aussi les incendies, c'est un problème, c'est un énorme problème. Et l'année dernière, en septembre, on a eu un incendie pas très loin de Pasadena et on était dans la fumée pendant quelques jours. Et donc c'est un peu ce côté de la nature extrême, surtout avec le changement climatique, etc. Donc les incendies, les tremblements de terre, il y a toujours quelque chose qui se passe, c'est vivant. Oui, quand j'habitais vers ce côté-là, j'ai aussi vu des incendies pas loin de chez moi. C'est vrai que c'est assez stressant et là, ça empire. Mais effectivement, ouais. La vie sur la côte ouest est quand même pas mal, malgré quelques inconvénients. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques désobligeantes encore derrière moi? Moi, j'ai une question. Ouais, vas-y Alice. Dans votre parcours, vous avez enchaîné pas mal de... C'est perturbant l'écho, désolé. je vais m'y faire. Vous avez enchaîné, vous avez vécu dans pas mal d'endroits différents. Comment vous avez réussi à vous adapter à des lieux de vie différents, des équipes de travail différentes? Alors je pense que tu n'as pas entendu, je me fais l'écho, c'est que tu as travaillé dans plein d'endroits différents. Comment tu as fait pour t'adapter à tous ces endroits, à la fois dans la vie quotidienne, mais aussi dans les labos différents, avec des pratiques peut-être différentes? Voilà, comment tu as fait pour sauter de l'un à l'autre sans encombre? Oui, déjà, je peux le dire, c'est difficile, oui, de changer totalement d'endroit. Et à chaque fois, j'allais à des endroits où je connaissais personne. En fait, non, quand j'arrivais à Pasadena, je connaissais quelques personnes, donc ça déjà, c'était rassurant. Mais
enfin, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, il faut accepter qu'au début, on se sent pas très bien. C'est normal, en fait, juste de changer totalement de décor avec qu'on ait beaucoup moins de monde, on se sent un peu perdu. Mais une des choses qui m'a aidée, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas. En fait, dans les labos, il y a beaucoup de post-docs, donc on a aussi ce même problème, en fait, qu'on recherche le côté social. Donc, on peut se faire des amis assez facilement comme ça. Et puis, en fait, j'essaie aussi de profiter de l'endroit où je suis à chaque fois, donc de faire ma touriste, en fait, un peu. Ça aide aussi à s'adapter. Merci pour la Super, réponse. ouais, voilà, tu as satisfait Alice par ta réponse. Oui, vas-y, Diac. Il faut passer un micro pour qu'on l'entende. Oui, je devrais répéter. Viens, rapproche-toi. Je me rapproche. Comme ça, tu parles ici. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, bonjour. Moi, ma question, donc moi je veux faire de la cosmologie aussi plus tard. Je suis étudiant en M1 et on a toujours cette impression en cosmologie d'avoir des questions philosophiques un peu, parce qu'on travaille sur l'univers, on travaille dans sa globalité, etc. Est-ce que quand on touche à la recherche en cosmologie, quand on est dedans, est-ce qu'on en a autant? Est-ce qu'on en a moins? Est-ce qu'on en a plus? Est-ce que c'est toujours là? Est-ce que ces questions reviennent autres que scientifiques, mais plus philosophiques? Ouais, en fait, au jour le jour, ça revient pas. Et en fait, c'est presque, c'est totalement normalisé que l'univers, il est infini, il est en expansion. Enfin, au début, quand tu apprends ça la première fois, mais ça n'a aucun sens. Mais en fait, au jour le jour, on travaille juste avec ça et on a le cadre mathématique et on fait nos études avec les codes informatiques, etc. On fait ça avec vraiment extrêmement de précision. Donc, ouais, on manipule en fait tous ces nombres astronomiques en fait assez naturellement. Donc, en fait, je dirais que ça vient pas forcément de mes recherches quotidiennes, le côté philosophique. C'est en lisant ou en écoutant des personnes qui parlent de la cosmologie, par exemple. Mais je suis d'accord, en fait, c'est un des moteurs aussi de pourquoi je fais ça. En fait, en fait, de quoi est fait l'univers. Et c'est dingue, par exemple, qu'on puisse décrire la gravitation avec la relativité générale. C'est juste, moi, me dire ça, ça me fascine, en fait. Donc, ouais, il y a ce côté fascinant. Mais en même temps, au jour le jour, on fait de l'analyse de données. Voilà. Le quotidien reprend Très vite. reprend le devant de la scène et les problèmes de bugs, etc. Limite l'objectivation de l'objet d'étude. Voilà, Jack te remercie. Bah, écoute, merci Agnès. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Le chat peut-être? Non, voilà. Pas de questions dans le chat. Voilà, les gens sont couchés, ils sont pas à l'heure de LA, on se demande pourquoi. Non, c'est des gens qui dorment, sérieusement. Les gens Quelle dorment drôle d'idée. Pourquoi faire à 3 heures. Que font-ils? Écoute, merci d'avoir participé, on est ravis de t'avoir vu. Et puis, merci beaucoup. Bon à courage. Une prochaine. À une prochaine. Merci. Bonne nuit. Ouais, merci. Salut Agnès. Salut, ciao. Salut. Et merci beaucoup Agnès, merci beaucoup Hervé. Anna, combien de personnes on a dans le chat actuellement? Combien de personnes ne dorment pas avec nous? Alors, officiellement 61, après peut-être certaines dorment devant leur écran, mais Peut-être- il reste du monde en tout cas. Peut-être qu'on fait de l'ASMR spatial et qu'on berce les gens de nos douces voix. En tout cas, pour celles et ceux qui ne dorment pas, restez parce que on va bientôt avoir un quiz. Je sais que vous aimez les quiz ici. Mais avant ça, est-ce qu'on a des dessins, est-ce qu'on a des dessinateurs dans la salle déjà? Moi j'ai un dessin. Oui, nous avons Pac-Man qui a un dessin. Oui, c'est simplement un portrait d'un cosmologue, c'est ça, un cosmologue, qui cosmologiste, cosmologue. C'est un portrait de voilà, quelqu'un qui est en train de sculpter, triturer, faire la vidange d'une étoile pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, pour la réparer, Je ne vois pas d'où je suis, mais ça a l'air très coloré, ça a l'air très beau. J'ai dû mettre ça pour l'étoile, je suppose. Mais pourtant, les étoiles ne sont pas jaunes. Pas toutes, ça dépend. Mais celle-ci est jaune.
Eh ben merci beaucoup pour ce dessin. Non, pas d'autres dessins.